envie de dire. La première partie, ce sera notre débat à partir d'une question tirée par une main innocente, tout à fait anonyme, n'est-ce pas? Absolument. Donc tu es face caméra, tu feras attention à tirer la question un petit peu plus loin. En revanche, il y aura aussi une deuxième partie qui est l'allocution, le Dvar Torah de mon éminent collègue et de votre humble serviteur. Et enfin, en dernière partie, les annonces communautaires qui sont là encore très nombreuses. Décidément, on ne s'en sort plus. Nous allons demander des suppléments ou faire valoir des horaires supplémentaires, n'est-ce pas mon ami? Créer absolument des nouveaux créneaux. Si Parfait. Eh bien, juste après le jingle Fred aux manettes, nous sommes partis pour la question du jour. Quelle est donc cette question anonyme dont nous ne savons rien au départ? Je vais la découvrir immédiatement. Parmi les nombreuses questions qui nous ont été communiquées... Oui, une foule de questions, hein, c'est toute la problématique, et nous ne pouvons les traiter qu'une par une. Absolument. Eh bien, celle que nous... Ah, je la découvre. La question est donc la suivante. Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Eh bien voilà, toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Vous avez 4 heures. Enfin non, nous avons un quart d'heure. Un petit quart d'heure, mais alors, à notre niveau, c'est suffisant. Comme par hasard, c'est lié avec la paracha de la semaine, où il est question de, on va dire, l'émergence de ce nouveau patriarche, le troisième, dont les mystiques diront qu'il est l'homme de la vérité. Très grand mot pour un très grand patriarche. Sauf que le récit est maculé. Il n'y a pas d'autre mot pour être un peu imagé, maculé de mensonges. C'est une transaction douteuse sur le droit d'aînesse. Son frère aîné meurt de faim. Il en profite pour lui refourguer un plat de lentilles moyennant droit d'aînesse, ce qui est quand même à la limite de l'honnêteté. Et puis surtout, il y a la tricherie au moment de prendre la bénédiction. Une bénédiction qui ne lui était pas dédiée à Yaakov, on va dire son nom. Et voici qu'il... sur le conseil de sa mère, il se déguise, il se fait passer pour son frère et empoche la bénédiction. C'est marrant parce que dans cette tricherie, on a l'impression que Dieu, c'est lui qui la donne quand même à la base, suit. Ensuite, il y aura, mais ça viendra un peu plus tard, la rencontre avec un beau-père, lui aussi très douteux, mais là vraiment qui en fait son cœur de métier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il faudra ruser contre son beau-père, comme il faudra tenter d'amadouer plus tard le frère qu'il faudra retrouver, et ainsi de suite. Bref. Il y a tout sur la vérité dans cette histoire. Il y a de l'audace, il y a du calcul, il y a sans doute une sorte de raison fondamentale à tout cela, une cause à défendre, soit, mais peut-on dire sérieusement que Yaakov est le patriarche de la vérité? Ce qui nous amène à poser la question, si finalement incarner la vérité, c'est aussi s'accommoder d'un certain mensonge, en fait là je commence par une réponse, mais... Non, c'est déjà... au lieu d'être pragmatique, elle sera biblique, ma question. C'est-à-dire, puisqu'on voit que la vérité s'accommode d'un certain mensonge, quelle est la limite? D'accord? Quelle part de mensonge est admise? Ou bien faut-il rêver d'une vérité intégrale qui ne se compromet en rien? Qu'en penses-tu, camarade? Il est vrai que la question est en phase avec la paracha et que nos maîtres nous enseignent que le sceau de Jacob, c'est la vérité. Titen emet le Yaakov. Tu donneras, toi éternel, la vérité à Jacob. C'est-à-dire que Jacob possède en lui la vérité. Mais il est vrai que dans ce contexte-là, Jacob, c'est le peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple juif possède une certaine vérité éternelle à travers l'enseignement de la Torah. Mais, effectivement, lorsque nous analysons la vie de Yaakov, c'est-à-dire les grandes étapes de sa vie, il est vrai que Jacob a été amené ou conduit à devoir parfois travestir cette vérité. Alors qu'est-ce que tu en déduis, toi? On y arrive effectivement. Et donc, la question est donc effectivement, est-ce qu'il y a mensonge? Est-ce qu'il y a mensonge par omission? Est-ce qu'il y a détournement? Oui, mais en règle générale, qu'est-ce que cet exemple t'inspire? L'exemple de Jacob, c'est en réalité la manière dont le peuple juif va devoir dans l'histoire, va devoir dans l'histoire s'accommoder
de son rapport avec les autres. Explication. Ouh là là, alors Ah oui, attention, c'est là pas- il faut Ah que tu oui. t'expliques. Là. Ah, je m'explique, hein, n'est-ce pas? Je lâcherai pas le morceau. Ah, mais il faut surtout pas. Alors, explication. En concevant en postulat, ou en tout cas en axiome, que Jacob symbolise le peuple juif à venir, puisque c'est bien de Jacob que le peuple d'Israël va découler, alors à partir de là, alors j'anticipe un peu sur la paracha Vaïshlach, où Jacob va combattre un ange, et cet ange, ce sera l'ange protecteur de son frère, Ésaü. Et à ce moment-là, Jacob nos maîtres vont nous expliquer qu'il s'agit en réalité d'une lutte qui va opposer Jacob en tant que le peuple, père du peuple juif, à Ésaü, qui est en réalité un peu le symbole de ceux qui vont vouloir contester un peu la vérité de Jacob. Et donc... Attends, sa vérité à lui, c'est ça? Mais là Alors- je te parle de la vérité en général. Ah oui, j'arrive, mais Que l'on défende son beefsteak. Ah Pardon, oui. hein, même au sens spirituel. J'entends bien qu'il faille parfois ruser, mais dans l'absolu, dire c'est le patriarche de la vérité, pas de sa vérité, de ses intérêts, pour parler clair. Oui. Le patriarche de la vérité, alors qu'il fait tout le contraire. Il est tout sauf la vérité. Alors, D'accord. Il est alors- peut-être authentique à sa manière. Il est peut-être conscient de la cause qu'il doit défendre et qui passe par lui. Très bien. Mais je te demande, en général, fermons le livre. Qu'est-ce que toi tu retiens, quelle trace ce récit laisse en toi sur la proportion de mensonges admissibles, entre guillemets, pour qu'une vérité soit encore un peu la vérité? Alors, j'entends, mais il faut peut-être... comment dire ça? Il faut se projeter. Se projeter, c'est-à-dire... Alors, plusieurs choses. Réfléchissons sur la notion de vérité. Ah voilà, D'accord? Ensemble. nous y voilà. On y arrive. La vérité, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement ce qui est... Alors, prenons par exemple un exemple scientifique. Toute vérité en science, ça c'est un grand principe en science, toute vérité en science n'est valable tant qu'elle n'a pas été remise en cause, c'est-à-dire contredite. Donc toute théorie scientifique, c'est un grand principe en science, physique et naturelle, et même en médecine. Tout acquis qui a donc été démontré rigoureusement scientifiquement est tenu pour acquis tant qu'il n'a pas été remis en cause. C'est un grand principe. Par exemple, l'exemple de la théorie de la relativité, qui est, à mon sens, difficilement, comment dirais-je, j'allais dire détrônable, bien, mais en tout cas, tant qu'elle n'a pas été remise en cause, ou par exemple la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, Oui. personne aujourd'hui ne contesterait cette vérité. Donc, cette vérité, c'est un peu le socle, ensuite, d'un certain nombre de raisonnements qui vont se fonder sur cette vérité, n'est-ce pas? Oui. Donc, partant de là, Jacob, lui, possède un certain nombre de vérités. De vérités que peut-être lui-même va... Alors, des vérités, je dirais entre guillemets, hein, je dirais... on pourrait dire des vérités... il faut que je trouve le bon mot. Ah, et mettre un adjectif à vérité, c'est Ouais, c'est ça difficile. en dit long sur une idée qu'on se fait de la vérité, n'est-ce pas? Exact. Mais alors, des vérités, j'allais dire fondamentales, on pourrait dire comme ça, même pour Oui. reprendre une idée Oui. également scientifique. Et ensuite, Yaakov va pouvoir ménager avec la notion de vérité qui est, somme toute, relative. Explication. Je résume, et tu me dis ce que tu en penses. Oui. Je dirais que d'un côté, il y a des vérités absolues Oui. et des vérités relatives. Yaakov s'accommode avec les vérités relatives, et en revanche, les vérités absolues, Alors- il n'est pas prêt à, comment dirais-je, à se compromettre. J'entends. Avec elle. Moi ça me gêne beaucoup, mais je vais traduire ta pensée Oui. et tu vas voir que ça fonctionne. Parce que tel que tu dis là, une vérité absolue, une vérité relative, mais c'est quoi une vérité relative? Je veux dire, la vérité, elle est absolue, point. D'accord? Par contre, tu as évoqué la notion de vérité transitoire. On trouve un peu chez Hegel. Donc ça, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire vrai à un certain moment, dans un certain contexte, mais il se trouve que dans le sens de l'histoire qui nous conduirait vers un tout, une vérité qui soit le tout, eh bien ces tentatives portent en elles-mêmes cette ambition qui n'est pas conscientisée, qui n'est pas formulée, sinon dans les circonstances mêmes. Bon, donc ça je peux l'entendre. En revanche, ce que j'entends dans la grille de lecture que tu as de Jacob, c'est que lui, il connaît la vérité. Sa vérité, elle est absolue.
D'accord? Il sait quelque part, alors pour des raisons qui tiennent, je ne sais pas moi, à la conception, au projet des patriarches et matriarches, à l'alliance, il sent que son frère est peut-être défaillant, il prend ses responsabilités. En revanche, il y a la vérité, non pas relative, mais perçue, telle qu'elle est perçue. C'est-à-dire que n'importe quel spectateur, ou encore mieux, les protagonistes, Ésaü, elles savent lui-même qui se fait piquer la bénédiction, comme on lui force un peu la main pour vendre son droit d'aînesse, de leur point de vue, ce calcul est une duperie. Ils n'ont pas forcément la notion de cet intérêt supérieur, de cette vérité supérieure que Yaakov défend. Donc il y a en fait, dans la vérité telle qu'elle advient dans notre monde, il y a toujours ce jeu entre ce que tu appelles une vérité absolue, d'accord, virginale, impeccable, parfaite, et puis d'un autre côté, les accommodements avec le réel, où on doit aussi tenir compte, où on est amené à tenir compte de la vérité telle qu'elle est perçue. Et là, les contingences, et là c'est beaucoup plus compliqué. Donc la perception de la vérité et le sens même de la vérité sont effectivement différents. Moi je prendrais d'autres exemples, notamment, tu as invoqué la science, mais il y a ces polémiques ces dernières décennies qui en Israël a fait rage sur les tests ADN en matière de divorce, dans les procédures de divorce, où tel père voulait démontrer, test ADN appui, que tel enfant n'était pas le sien, voire même qu'il était celui de son voisin de synagogue ou que sais-je. Et les Bate-Dinim ont fait savoir, c'est Mordechai Eliyahu à l'époque qui s'en était ouvert dans un congrès qui réunissait médecins et autorités rabbiniques décisionnaires, avait supplié les hommes, les messieurs, de ne pas avoir recours à ces tests ADN. Vous avez élevé votre enfant, vous l'avez aimé, vous lui avez donné votre nom, n'allez pas dénoncer la filiation avec ce type de preuves, avec ces vérités biologiques qui sont terribles, qui sont écrasantes. C'est-à-dire qu'on rejoint ici une notion de droit, alors là je m'adresse à l'homme de droit que tu es, qui est la possession des temps en matière de filiation, jusqu'à preuve du contraire, cette vérité opérante, d'accord, permettait que tout le monde s'y retrouve, que le père se dise « ce fils est mon fils », que ce fils se dise « ce père est mon père », et ainsi tout allait bien dans le meilleur des mondes possibles. Je ne vais pas reprendre Aldous Huxley là-dessus, ce serait fâcheux, en matière de filiation et de génétique, mais pour le coup, cette vérité opérante qui fonctionne comme telle, c'est perçu comme vrai, n'entre en conflit avec rien, sinon une vérité absolue qui, on sait potentiellement, est là. Les rabbinim m'ont demandé à se référer à cette vérité opérante et à abandonner, comme si on mettait la tête sous le sable, à abandonner la vérité absolue ici. Donc on voit que le dictat de la vérité n'est pas si simple, en fait. Et je dis bien en fait, dans les faits. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné d'autres vérités qui permettent que le monde se stabilise, qui permettent la paix sociale éventuellement, qui permettent aussi l'avènement des grandes causes, c'est l'exemple de Jacob. Et comment dire, et c'est vrai que le concernant, c'était un peu tumultueux. D'accord, cette vérité nécessaire n'était pas forcément perçue. Donc je distinguerai trois niveaux en fait. La vérité absolue, pas forcément commode, la vérité opérante, d'accord, celle qui permet de s'entendre, et puis ensuite le problème de la perception de la vérité, qui fait qu'une vérité pourtant défendue n'est pas perçue comme telle. D'accord, moi je vois trois dimensions à ce problème. Si on revient à la question de notre auditeur ou auditrice, d'ailleurs on ne sait pas, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Toi tu dirais quoi en un mot? Je répondrais en langue de bois. D'accord, donc tu mentirais, ok. Et donc tu dirais quoi en langue de bois? Toute vérité, dans le fond, toute vérité est bonne à dire. Le tout, c'est de savoir la dire. Alors là, j'insiste sur la manière de la dire, de la formuler, le contexte, peut-être le moment opportun de la dire. Mais en réalité, lorsqu'on veut, par exemple, une vérité, c'est quoi? C'est en fait, dans l'absolu, une vérité, c'est faire la lumière sur quelque chose, c'est vouloir aider son prochain, on peut le voir comme cela. C'est dans cet esprit-là que doit être... si c'est fait dans cet état d'esprit, toute vérité est bonne à dire. Ouais, si une vérité, elle est formulée uniquement, entre guillemets, pour chercher à nuire ou à détruire, Dieu préserve, alors effectivement, j'ai presque envie de dire, cachons la vérité, je n'ai pas honte de le dire, cachons-la, et comment dirais-je, et
puisqu'elle serait bien plus destructrice qu'autre chose. Or, une vérité, elle n'est pas là pour, entre guillemets, pour nuire. Oui, c'est pas pour nuire. Et donc je pourrais résumer ton propos en me remémorant ce cas où Dieu ment à Abraham en disant Sarah n'a pas dit que tu étais vieux, d'accord, elle a dit qu'elle était vieille. Ou les cas où le Talmud imagine que l'on puisse mentir pour préserver son intimité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ainsi de suite, parce que voilà, la paix sociale, c'est aussi la préservation de son intimité. Donc bien sûr que l'on conçoit, allez, j'ajouterais pour reprendre une formule, que toute vérité est bonne à dire, et celle-là seule. D'accord. Et donc il n'y a jamais une vérité, il y a toujours plusieurs en fait vérités. Donc quand on en choisit une, c'est au détriment des autres, autant choisir celle qui est bonne à dire. Toute vérité bonne à dire, je dirais donc, est bonne à dire. C'est le temps de la synthèse. Donc notre auditeur s'est entendu dire ces 4 vérités, d'accord. Travestir la vérité n'est pas s'adonner en mensonge. Je me souviens d'un maître qui devait préfacer, faire une lettre de recommandation à un livre d'un de ses élèves dont il n'approuvait point tant le contenu. Il avait signé le plus loin possible en bas de la page. L'imprimeur s'en était ouvert à lui. Il lui a dit, écoute, la Torah demande pas forcément de ne pas mentir, mais des varchek et tirchak. Éloigne-toi des paroles de mensonge. Donc oui, la vérité est une quête infinie, mais c'est une impossibilité de la faire advenir ici et maintenant, ikentnuk. Donc résultat, il s'agit d'être vrai dans la connaissance de toutes les vérités du moment, d'être complet, et de bien voir si dans ce que nous disons, si ça blesse, nous avons effectivement les bonnes intentions, les intentions véritables. Mais au-delà de cela, toute vérité, et seule celle-ci bonne à dire, est bonne à dire. Première pause musicale, le choix du Ramat Nafo, je t'ai réservé une petite surprise. Il y a un ou deux chanteurs que tu aimes beaucoup qui se sont retrouvés. C'est Yossi Azoulay et Enrico Macias, qui est Shmera Shabbat. Ah, merveilleux. Je l'ai vu sur internet. Merveilleuse. Fred, est-ce qu'on peut avoir la musique, le retour musique ici? Non, je peux pas. Ah, ou là? Là, ouais. C'est mieux au casque, là, je peux pas. Ah, d'accord. Mais d'habitude, on peut. Non, là, non. Elles sont déconnectées, ça. Là, Parce que vous avez un décalage. Mais écoutez-la au casque, vous l'entendez? Non, c'est pour la faire entendre là. Ah, bah, je peux la mettre là. Ben voilà. C'est parfait, ça. Bon. Voilà, mesdames et messieurs, là, vous êtes pendant la pause musicale. Ici, ce sont les locaux de Radio Kol HaShalom. Kol HaShalom, c'est la radio de la communauté juive de Grenoble, qui est agissante depuis de très nombreuses années. Qui longtemps été logée à Bar Yochai. C'est vrai, qui a été logée à Bar Yochai, et tout un symbole. Aujourd'hui, elle est logée à Rachi, elle est très bien logée, très bien accueillie, et elle reçoit, des émissions régulières que nous avons la chance d'animer. Sur Facebook. Oui, c'est en direct sur Facebook, Fred. Donc Fred aux manettes qui tient à rester un homme de l'ombre. Ça passe aussi. Comment? Ah ben ça faudrait demander aux auditeurs, enfin à ceux qui nous suivent. Certainement. Alors, tiens, il y a Patricia, que je félicite à nouveau pour ses grandes prestations artistiques, qui nous dit, je ne sais pas comment on n'a pas pensé à cette formule, d'ailleurs je vais la retenir, tiens, pour faire le visuel de l'émission d'aujourd'hui, la vérité si je mens. Ah Ah oui, la vérité si je mens. Nous sommes trop, comment dire, trop cérébraux pour avoir pensé à cela. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Nous ne goûtons pas de ce genre de médias, nous autres, n'est-ce pas? Non, excellent Patricia, merci beaucoup. Bravo, sincèrement. C'est une formule qui résume bien. Oui, ça a l'air tout simple, mais bien sûr. Notre débat. Quelle belle musique, quel beau duo. Hein. C'est un beau duo. Ouais. Et quel beau concert. N'est-ce pas? Shabbat. Ah oui. Et donc oui, Yossi Azoulay était présent à Bar Yochai, comme chacun sait, pour le jubilé, c'était le concert du jubilé. Et d'ailleurs, il m'a demandé de traduire un petit peu en m'expliquant qu'il avait rencontré Enrico Macias de manière tout à fait fortuite à la faveur d'une affaire de passeport oublié ou de visa, que sais-je. Retenu à Paris, retenu en France, il le croise et il rêvait de faire un duo avec lui. Donc ça c'est amusant. Yossi Azoulay ne parle pas français, mais il chante en français malgré tout. Donc je ne vois pas ce qu'il chante. Comme beaucoup de chanteurs en hébreu parfois, qui ne seraient pas israéliens, ne comprennent pas forcément ce qu'ils chantent. C'est mon gars. C'est le problème. Ouais. ישמר השבת, אין לי שמרני,
אותי לעולמי עד בינו וביני. Vas-y. אני שמרני אותי לעולמי עד בינו וביני. יום תענוגים לחם ויין טוב ובשר ודגים השמחים בוהם שמחה מסים יום שמחות הוא ושמחני ישמר השבת ישמרני אותי לעולמי עד בינו וביני. Très bien, grosse ambiance sur Radio Shalom 100 FM. Donc pour résumer, vous pouvez nous suivre sur internet. Maintenant le live Facebook sera systématiquement lancé. Et bien sûr sur Radio Shalom aussi sur internet ou en direct sur 100 FM. Eh ben oui. Oui, on va la... Bah non, on laisse. On laisse. Ouais. Et on enchaîne avec les traditionnels, les Chadodi. Bon, tu parles de quoi ton titre, c'est quoi pour le visuel? Revenir sur la... Oui. La raison pour laquelle Yitzhak a voulu bénir Esav. Ah bah voilà. Bénir Oui. l'indigne. Oui. On l'appelle comme ça. Ah oui. Bénir l'indigne. L'indigne fils. Ouais. Le fils indigne, voilà, le fils indigne. Bénir le fils indigne. Point d'interrogation. Ça? Ouais, bien sûr. Ah ok. Donc je mets ça sur le visuel. C'est bien ça. Donc tu sais, parce que je fais toujours un visuel... Non, bénir le fils indigne, c'est très très bien. Très 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 bien. C'est bravo, parce que c'est un thème osé. Ah oui. Hein? Voilà. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, rapproche-toi s'il te plaît, je vous présente mon collègue chéri. C'est Mir Lafo. C'est le meilleur rabbin d'Europe et du monde. Voilà. Paraît-il. J'ai la chance, oui, ça va, oui. J'ai la chance de servir à ses côtés, n'est-ce pas, d'être son second, son suivant. Et il est pour ma part mon modèle de gentillesse et de patience, patience que je n'ai pas, Si vous m'autorisez, et gentillesse que j'aborde. je dirais la vérité, s'il ment. Ah, bravo. Bon, on va pouvoir. Fred nous dit qu'on va reprendre. Il est en très grande forme, Fred. C'est bien ce par le retour. Ah, Amen. Lecha dodi likarat kala beneshaba בני דיבוריך נשמענו כן המיוחד ושמועך très bien. Enrico Macias et aussi Azoulay, récemment présent à Grenoble. Je parle du dernier. Et le Rabat Nafo qui exulte, que nous avons massacré la chanson littéralement en chantant micro, enfin je parle pour moi, évidemment. Non, oui. Mais c'est pas grave, nos auditeurs nous pardonneront. À présent, après ceci, il y aura l'allocution, le Dvar Torah du Rabat Nafo, c'est parti. Allez camarades, c'est à toi. Mes chers amis, chers rabbinissime, chers maîtres également, j'aimerais revenir sur un thème qui est un thème, comment dirais-je, qui nous tient à cœur dans cette paracha, qui est le rapport filial qu'entretenait Yitzhak avec son fils Esav. La Torah nous dit que Yitzhak et Rebecca et Rivka ont eu deux enfants, Yaakov et Esav, comme nous le savons, et nous savons combien Ésaü d'un côté était proche de son père, combien Esav était
se soucier du bien-être de son père, qu'il saïd befiv, Rachid nous dit qu'il a porté littéralement le gibier jusqu'à la bouche de son père, et son père voudra lui rendre le moment venu, lorsque, à un âge avancé, il voudra bénir son fils aîné. Son fils aîné, c'est-à-dire celui qui est sorti le premier de celui qui a été enfanté le premier, et d'après l'ordre de naissance, eh bien c'est bien Esav. Et à ce moment-là, bien sûr que les commentaires s'insurgent en disant à quel titre Yitzhak veut bénir son fils Ésaü, alors qu'il a bien conscience de ses travers, c'est-à-dire de son comportement, de ce que la Torah veut bien nous révéler. J'ai le souvenir d'un traité Baba Batra, que la Gemara, le Talmud nous enseigne que Ésaü, le jour de la mort de Abraham, car c'était le jour de la mort de Abraham d'après le Midrash, voilà que Yaakov et Yitzhak mangent un plat de lentilles, que Esav, lui, n'a que faire malheureusement du décès de son grand-père, et que revenant des champs, comme la Torah nous dit, eh bien il interpelle son frère cadet en lui disant « il s'arrête simplement à l'aspect extérieur des choses. Donne-moi de ce rouge. » Les lentilles étaient rouges à l'époque, c'était les lentilles qu'on consommait en Orient. Et voilà que un troc s'opère à ce moment-là. Un droit d'aînesse contre un plat de lentilles, d'où l'expression « contre un plat de lentilles ». Et effectivement, à ce moment-là, Ésaü vend son droit d'aînesse, et il l'oublie, semble-t-il, apparemment, puisque le moment venu, lorsque Isaac veut bénir son fils, Yitzhak lui-même, dirions-nous un peu, comment dirais-je, un peu amnésique, veut bénir Esav. Et la question est donc la suivante. Comment se fait-il que, en dépit de tout cela, Yitzhak tient absolument à bénir son fils, qui, d'une certaine manière, n'était peut-être pas apte à recevoir cette bénédiction? La réponse, elle est très courte, et je la tiens du Mirtav Mediaou, du Rav Dessler, qui a écrit un livre que nous connaissons toutes et tous, qui est un livre de pensée juive, de Moussard. Et le Rav Dessler pose la question, répond de la manière la plus simple en réalité, et la plus évidente, et nous dit, eh bien, il s'adresse d'ailleurs à nous, Rabbi Nissim, il dit, lorsque un rabbin veut rapprocher une personne du giron de sa synagogue, d'une communauté, que va-t-il faire? Il va tout faire pour trouver les mots justes, pour l'appâter. Et là, je le dis de manière tout à fait noble. Il va trouver les bons arguments pour le séduire, pour le rapprocher de la communauté. Et ainsi, il va accomplir une mitzvah qui nous est chère, qui est la mitzvah de Kirouv, les Karev, rapprocher les gens éloignés de la communauté. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons, véritablement. C'est un devoir pour nous de remplir nos synagogues et également d'aller peut-être à la rencontre de ces personnes qui, peut-être aujourd'hui, se sentent un peu, entre guillemets, exclues de la communauté pour 1000 raisons. Et donc, nous allons mobiliser tous nos moyens pour les Karev, pour les rapprocher, n'est-ce pas? Un peu comme le ferait, un homme politique qui se donnera les moyens de, oui, toute proportion gardée pour convaincre un électorat encore, on dirait, frileux ou frêle. Et donc, voilà que Yitzhak procède de la même manière. Yitzhak va aller en direction de son fils, qui est une réaction, je dirais, qui est un peu le reflet de l'instinct paternel. Souvent, on met en avant l'instinct maternel, mais là, c'est l'instinct paternel. C'est le père qui va s'adresser à son fils en lui disant « Shema beni Musar avicha, val titosh Torah timecha » Voilà, mon fils, écoute, Musar avicha, la morale de ton père, c'est-à-dire l'enseignement que ton père va te prodiguer. Val titosh Torah timecha, et ne dédaigne pas l'enseignement de ta mère, de la Torah. Et voilà que Yitzhak Avinu va se donner les moyens. Comment? En le bénissant. Parce que Yitzhak a conscience, nous dit le Rav Dessler, qu'en bénissant son fils, il va pouvoir lui manifester plusieurs choses. L'intérêt, parce que son fils peut-être avait le sentiment d'être entre guillemets délaissé, un intérêt particulier, une attention particulière, mais également lui accordant cette bénédiction spirituelle, il va pouvoir également l'aider à se corriger.
Or c'est exactement la kavana, c'est-à-dire l'intention que portait Yitzhak lorsqu'il comptait, ou en tout cas envisageait de bénir son fils. La suite, vous la connaissez, chers amis, chers Abinissim. La suite, c'est que son épouse va ruser autant son mari que son propre fils et permettre au cadet de bénéficier de cette beracha. Alors c'est très compliqué, pourquoi? Parce que il faudrait beaucoup de minutes pour expliquer les tenants et les aboutissants du comportement de Rivka. Mais une chose est certaine, c'est que cela fait partie du projet divin. Projet divin, j'entends par là, de la volonté d'Hachem de permettre finalement à Yaakov de bénéficier de cette beracha. J'avancerai un seul argument, c'est celui du départ, à savoir que, à l'origine, Ésaü a malheureusement troqué, et entre guillemets, donc, il s'est affranchi de ce droit d'aînesse, puisqu'il dit bien, contre ce plat de lentilles, Vayimkor et Bechorato le Yaakov, la Torah atteste qu'il a vendu à ce moment-là son droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, ce n'est pas simplement le droit d'être l'aîné, c'est aussi le droit de bénéficier de tous les, entre guillemets, les conséquences pratiques de ce droit d'aînesse, à savoir la bénédiction qu'accorderait le moment venu le père à son fils aîné ou celui qui en aura hérité. Alors je conclue sur une phrase que j'aime beaucoup, que nous disons tous les matins dans la tfila, Rabot machashavot belev ish va'atzat Hashem mitakum. C'est une leçon de vie pour nous, même, en tant que parents et peut-être même en tant que maître, en tant qu'enseignant, que parfois nous, comment dirais-je, nous prévoyons des choses entre guillemets, c'est-à-dire nous envisageons certaines choses qui peuvent être autant pour notre communauté ou pour nos proches ou pour notre environnement ou pour autrui, etc. Va'atzat Hashem mitakum. Il ne faut pas perdre de vue qu'en in fine, c'est la volonté de Dieu qui va se concrétiser. Et nous en avons un bel exemple à travers l'intention saine et pure de Yitzhak de bénir son fils Ésaü. Mais finalement, nous voyons que la volonté de Dieu va se traduire par le subterfuge de Rebecca qui va se solder par la bénédiction pour Yaakov. Merci infiniment, cher ami. À mon tour, je vais commenter le tout début de la paracha, plus exactement un point qui me paraît vraiment fameux, qui est la première échographie biblique. Rebecca, donc Rivka, la deuxième matriarche, enceinte et perturbée de sentir que les enfants, elle ne sait pas qu'il y en a deux, s'agitent dans ses entrailles. Et le Midrash dira, c'est même des contractions paradoxales, dans la mesure où si elle passe devant un lieu d'idolâtrie, l'enfant veut sortir, et si elle passe devant un lieu de sainteté, l'enfant veut sortir aussi. Donc là, c'est déjà une recherche d'un certain diagnostic. C'est pas exactement ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Donc il en soit, la réponse qui lui est faite comporte trois éléments majeurs. Premier élément, Shene Goim Bevitner, deux nations en ton sein. C'est pas forcément une bonne nouvelle, ça veut dire que ça remue là-dedans. Mais les deux nations, le Midrash dira, que Rashi rapporte, Goïm, ici, il manque la lettre Vav qui permet de dire qu'il s'agit effectivement de nations. La graphie n'est pas semblable à la lecture, ce sont quelques cas comme cela dans le fil de la Torah. Il est écrit Geim, qui peut s'entendre, des orgueils sont présents. Mais dans le beau sens, de beaux orgueils sont présents dans ton sein. Deux beaux orgueils. Le deuxième élément, c'est deux nations. Et Rachid traduira Malchut, des royautés. Donc il s'agit de puissance et de pouvoir. Et la troisième info, c'est que ces deux-là se sépareront depuis le ventre, et qu'une nation l'emporterait sur une autre nation, que le nombreux assujettira le plus jeune. Donc il y aura dissymétrie. Voici la nouvelle. Mais il y a un récit qui nous est rapporté et qui semble contraster avec ce qui est dit là, à savoir deux orgueils, deux nations et dissymétrie. Ce récit, il commente le mot les orgueils. C'est quoi les beaux orgueils? C'est, nous dit le Midrash, Antoninus Verabi. Deux personnages majeurs, s'il en est. D'un côté, Antoninus, alors Antonin, c'est pas forcément Antonin le personnage, mais bien la dynastie,
Et pour ma part, compte tenu des mots qui sont prêtés à Antoninus dans le Talmud et le Midrash, je pourrais dire que c'est Marc Aurèle, rien de moins, donc l'empereur stoïcien, d'accord, on parlera de stoïcisme impérial à partir de Marc Aurèle, et l'autre c'est Rabbi, le compilateur de la Mishnah, qui était un leader à sa manière pendant l'occupation romaine, enfin à sa manière carrément même, et qui, ils auraient tous les deux une histoire de petite enfance, puisque l'un aurait été substitué à l'autre, condamné à ce que ses parents soient exécutés pour leur avoir fait la circoncision. On peut dire qu'ils sont un peu frères de lait. Et ils ne se quitteront jamais. Voici ce que le Midrash nous dit là-dessus. Antoninus et Rabbi, leur table n'a jamais souffert du manque ni de radis ni de laitue. Autrement dit, ils avaient table commune et ils mangeaient ce qu'on pouvait manger à deux lorsqu'on est d'un côté romain et d'un côté juif, à savoir des légumes. Et cela ne manquait ni en été, ni dans les jours d'hiver, ni dans les jours de pluie. Les légumes bio. Oui, légumes bio, oui, sans doute, bravo. Donc ça mangeait bio à la table d'Antonin, ou Marc Aurèle, alias Marc Aurèle, et Rabbi. Et lorsque vous étudiez Pirkei Avot, notamment les Maximes des Pères, vous trouvez des accents stoïciens à l'évidence. Et ceux-là se sont beaucoup appréciés, beaucoup aimés. Il y a tout chez eux, sauf de la dissymétrie. Il y a une parfaite harmonie qui est l'harmonie qui sied à ces conquérants de la pensée, qui cherchent une vérité et qui ont les moyens, et ça c'est aussi la démarche stoïcienne, d'accepter aussi et la violence des événements et la violence de la contradiction, si je devais résumer à grands traits, au moins la posture stoïcienne. Donc ils ont développé ça ensemble. C'est effectivement l'inverse de la symétrie. Et je dirais que la vision globale entre des nations, des pouvoirs qui se séparent, qui s'opposent et qui sont dissymétriques entre eux, lorsque l'un est debout, l'autre tombe, dira le Talmud, eh bien cela contraste effectivement avec cette harmonie. Pourquoi ? Parce que c'est cela la grossesse de Rivka. Elle est inquiète de ce qu'il y a conflit dans son ventre. Et on ne saurait résumer la chose au simple conflit. Il y a aussi son ventre. Il y a aussi une matrice. Ça veut dire que dans cette représentation, dans cette magnifique succession de touches et d'images, nos maîtres ont voulu nous dire ce que peut devenir une fraternité. Soit des pouvoirs incarnés qui s'opposent, soit une recherche de réparation de cette fraternité. Et ça ne se passe pas sur le plan politique. Ça ne se passe pas sur le plan géopolitique où chacun a conscience de sa puissance et entreprend tout ce qu'il faut pour la conserver et pour survivre. Cela se passe sur la conquête de la pensée. Si nous devons réparer, retrouver la matrice, ça se passera sur la recherche commune de la vérité. Et si le curseur civilisationnel, civilisationnel, merci, se déplace un tantinet, un tant soit peu, pour que de la question des frontières, des autorités du pouvoir, nous en venions à la question de la recherche de la vérité, alors ce ne sont plus deux enfants rivaux entre eux et au pouvoir dissymétrique qui s'opposeraient jusqu'au sang, mais ce seraient deux êtres de beaux orgueils qui recherchent la vérité et qui peuvent le faire dans la différence sans que jamais ne manquent les quelques légumes qui impliquent qu'on n'ait plus à tuer pour manger, la table bio. D'accord, j'imagine bien cette figure d'une société un peu rêvée, d'une utopie. Eh bien, cette utopie, elle était déjà là, dans le ventre de la matriarche. Le meilleur comme le pire, chers amis, vous savez ce qu'il nous reste à faire pour enfin passer à table. Ce sera maintenant la deuxième pause musicale, le Jonathan Razel, un petit nigoun, et ensuite un petit temps pour les annonces communautaires. On peut avoir le retour son, s'il vous plaît, Fred ? Bon. Alors voilà, chers amis, on profite de cette pause musicale pour... Est-ce que tu vas adresser un mot Bien sûr. au public qui, soit en direct nous suit, il y a trois personnes qui nous suivent en direct, soit qui regarderaient cette vidéo ensuite. Allez, petit message personnel du Rabbin Knafo. Alors, pas personnel, collectif, parce que j'aimerais les remercier tout d'abord, leur dire que ce sont, comment dirais-je, nos premiers auditeurs. Leur demander également... Pour que ce ne soient pas les derniers, ouais. Non, loin de là, non. Leur dire qu'ils ont beaucoup de mérite, beaucoup de chance aussi, que également nous souhaitions qu'ils fassent le buzz pour nous. Nous comptons sur eux et leur dire que c'est aussi c'est assez novateur puisque
À Paris, à ma connaissance, j'ai cru entendre qu'ils avaient repris notre concept, mais qu'en revanche, c'est-à-dire notre émission, Oui, c'est ce que tu m'as dit, hein, Rabbi oui, Nissim, oui, oui. mais en revanche, qu'ils n'ont pas encore mis en place comment dit-on, ce nouveau moyen technique. Ah voilà, donc il nous fallait une longueur d'avance. J'ajoute que ce sont des amis, des rabbins amis qui sur Ah les oui, ondes bien parisiennes, sûr, oui, bien sûr, évidemment, reproduisent que nous et aimons, que nous embrassons, d'accord. saluons Et chaleureusement. pardon pour la lettre d'assignation pour le procès en plagiat, mais il fallait que la loi soit respectée. Non, pas du tout. Au contraire, plus on est plagié, Plus on est, et on n'est pas plagié en fait, puisque Non. l'idée elle appartient à tout le monde. Exactement. Tu sais que dans la langue française, il est prévu que l'on s'exprime, notamment lorsqu'on exprime une pensée avec la première personne du pluriel, nous. Ah oui, exact. Alors j'ai souvent pensé que c'était un orgueil déplacé, mal placé, nous. Non, mais en réalité, nous pensons que, n'est-ce pas, nous acquérons l'objet. Bon. C'est un collectif. C'est un collectif, pourquoi? Parce qu'une bonne idée, on ne peut pas se prévaloir de l'avoir eue soit seule. Soit elle a traversé d'autres esprits, soit elle a, si elle est arrivée dans notre tête quelque part, elle est descendue sur Terre, ou bien nous l'avons sans en rendre compte, perçu, ou en tout cas perçu des éléments qui, par l'alchimie de notre réflexion, a produit cette pensée. Bref, on n'est jamais seul dans sa pensée, donc nous sommes heureux d'être copiés, nous souhaitons bonne chance à nos collègues, Exact. et qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Parce que la pause n'est pas finie, on a encore un peu de temps. Alors, et qu'également que Alors, nos followers. on salue Yannick Cohen depuis la Suisse, puisque c'est international. Et Fred nous fait signe qu'on va devoir. Alors juste. Oui. Alors on va cutter, n'est-ce pas? Et j'ajouterai simplement que s'ils ont des conseils ou des 2 suggestions, minutes, ça ira, ouais. qu'ils n'hésitent pas à nous les faire, à nous les Ah oui, transmettre. profitez de ce média pour nous envoyer vos questions. Plus elles sont difficiles, plus elles sont vaches, plus elles sont clivantes, Ou plus des elles sont impossibles, ou des mieux suggestions, ça vaudra. bien sûr. Des Nous, suggestions, ouais. absolument. Nous sommes ouverts à toutes. Mais faites-nous kiffer, questions difficiles, s'il vous plaît, compromettantes, compliquées, bien tout sûr. ce que vous Nous voulez. sommes prêts à répondre à- C'est, on est prêt à tout, ouais, ou presque. Bon, donc on va pouvoir y aller. C'est un petit nigo. Nathan Razel, il écrit, il compose, c'est absolument magnifique. Et là, c'est assez rare cette rythmique chez lui. Là, il s'est lancé dans un nigo, il me semble. Ouais, il est formidable. Bien, on va pouvoir reprendre. C'est parti pour une minute d'annonce communautaire. À toi de jouer, chers collègues. J'irai à l'essentiel. Une conférence à noter, une conférence importante ce dimanche à Rachi, donnée par un monsieur que tout le monde connaît bien, que nous ne citerons pas pour des raisons de discrétion, un éminent chercheur, professeur de Talmud et de chassidisme à la Sorbonne, qui donnera une conférence sur la légitimité selon la Torah sur la terre d'Israël. Conférence qui aura lieu à 18h ce dimanche à Rachi Be'ezrat Hashem. Très bien. Pour ma part, 2 annonces les plus proches, les plus immédiates. La conférence shabbatique de demain à 17h30, c'est l'heure d'hiver, portera sur le cauchemar, sur nos terreurs nocturnes ou bien nos illusions diurnes qui nous font frémir parfois. Et donc j'ai pensé que cette partie de la question du rêve méritait d'être abordée de manière un peu autonome. Donc le cauchemar, votre pire cauchemar, ce sera demain, Shabbat, si j'ose dire, à 17h30. Dimanche, il y a évidemment Talmud Torah pour les enfants, mais aussi Talmud Torah pour les adultes, que vous pouvez retrouver sur le live du Beth Midrash. Ce sera donc le Talmud Torah des adultes de 11h à 12h30. Le thème repris, c'est celui de la cacheroute. Easy, kosher, il n'y a pas de meilleur slogan pour dédramatiser, car c'est le maître mot. Nous sommes, chers amis, payés à dédramatiser, à vous montrer que c'est facile, que ça apporte, que c'est bon. Quoi dire d'autre? Sinon, vous donnez rendez-vous pour tous ces moments de la semaine sur les réseaux sociaux, sur les mails. Lisez vos mails. Il y a tous les rendez-vous de la semaine, d'études, d'animation, de vie et De nos de bonheur. Et de bonheur absolu. Sur ces mots, Shabbat Shalom, Mevorach Shabbat Chodesh. Shalom à toutes et à tous. Le tour. Et encore un grand merci à nos followers sur Facebook. Shabbat qui Shalom à souhaitons tous Shabbat et Shalom, à très Mevorach. bientôt. Et à très bientôt.